Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, réhabilitation ou pas de Karim Wade, l'État sanctionne les responsables de la dissonance dans la position officielle du Sénégal au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Moustapha Ka, directeur des droits de l'homme, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains, sont limogés. On vous explique pourquoi dans ce journal. Troisième mandat de Macky Sall. Attention, le sujet est hautement inflammable. Après avoir proclamé l'improbabilité d'un quinquennat de plus pour Macky Sall après 2024, Souri Kaba est viré du gouvernement. Pourquoi le sujet devient ultra sensible à l'APR? Nos équipes ont mené l'enquête. Ni haine ni rancœur, c'est un Khalifa Sall adoucissant qui s'est présenté devant la presse cet après-midi. Selon lui, les conclusions des assises nationales sont la panacée pour le Sénégal. Et puis dans ce journal également, retour à Koungheul, 48 heures après le déluge qui a frappé la ville. Les secours s'organisent avec comme priorité la réhabilitation des maisons balayées par la tornade. Limosage de Moustapha Ka et Samba Seck Ndiaye du gouvernement, des remerciements synonymes de sanctions suite au putatif engagement du Sénégal à réhabiliter Karim Wade. Information démentie par la suite par le gouvernement. Aux yeux de l'État, ces deux personnes sont les responsables de la divergence. Ibrahima Kane. Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck, deux victimes par ricochet de l'affaire Karim Wade. Les deux hommes ont été relevés de leurs fonctions ce lundi après avoir répondu à la convocation du garde des Sceaux faisant suite à leur sortie au Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck, emportés par leur annonce de la volonté de l'État de réhabiliter Karim Wade après son procès devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Une révélation qui avait fini de susciter un tourbillon au sommet de l'État, amenant le ministère des Affaires étrangères à sortir un communiqué pour démentir une telle information. La question que l'on se pose est de savoir quel est l'intérêt pour les deux hommes à donner des informations non avérées et de surcroît devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, sachant que toute déclaration devant l'institution onusienne est susceptible d'engager l'État du Sénégal. Difficile d'y répondre quand on sait que les mis en cause, tous deux des hommes de droit, ont longuement servi avec le sens de la responsabilité en bandoulière. Sont-ils allés très vite en besogne en portant sur la place publique une volonté latente de l'État concernant le cas Karim Wade dans ce contexte de réconciliation entre le chef de l'État et Maître Abdoulaye Wade? Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck ont-ils été sacrifiés dans cette affaire? Rien n'est moins sûr, mais beaucoup d'observateurs semblent adopter ce sentiment. Oui, vraiment, cet énième rebondissement dans le dossier Karim Wade remet au goût du jour le débat sur l'inopportunité de la CREI, objet de toutes les polémiques déjà en 2013, dès le déclenchement de l'affaire des poursuites contre Wade fils, malgré la désapprobation que la Cour de répression de l'enrichissement illicite suscite chez les politiques de tous bords. Cette juridiction spéciale figure dans la panoplie juridique depuis plus de 3 décennies. Alassane Ba. À l'époque, le président Diouf voulait doter notre arsenal juridique d'une cour qui est chargée uniquement de réprimer l'enrichissement illicite et tout délit de corruption ou de recel connexe. La loi numéro 1981-53 voit le jour. La CREI est mise en place. Mais les années passent, la cour de répression de l'enrichissement illicite sombre dans l'oubli. Il fallait attendre l'alternance de 2012 pour voir cette cour ressuscitée par Macky Sall. La machine judiciaire spéciale sera déclenchée 25 personnes sur une liste présentée par le procureur spécial Aliou Ndao, qui fera même l'objet de limogeage en plein milieu du procès de Karim Wade. Une juridiction qui est composée d'un président et de 4 assesseurs, un procureur spécial, une commission d'instruction et de constatation et un greffe. Mais déjà, la réactivation de la CREI suscite une vague de contestation, un débat entre juristes militants des droits de l'homme, entre autres. Une juridiction qui viole
le droit à la présomption d'innocence de Karim Wade et compagnie visé depuis sa réactivation. L'on se rappelle de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, saisi par les conseils de Wade fils, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé Madi Kenyan, Samuel Sarr, etc. Interdit de quitter le territoire national. Des militants des droits de l'homme jugent la CREI comme une juridiction d'exception qui ne garantit pas le droit à un procès équitable. Elle ne prévoit aucune possibilité d'appel et avec ses règles de procédure qui renversent la charge de la preuve. La polémique enfle autour de la CREI après le limogeage du procureur spécial Aliou Ndao en plein milieu du procès de Karim Wade. Mais l'État s'est toujours défendu. Depuis la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et 138 milliards d'amende, sa grâce obtenue en 2016, la CREI fonctionne au pas de caméléon. Un fonctionnement qui suscite même des interrogations. Un autre débat refait surface concernant le dossier Karim Wade avec la dernière réunion du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Réhabilitation de Wade fils, révision de son procès, entre autres, des questions soulevées. Mais à en croire certains responsables du régime sur place, je cite, « Il faut égorger la CREI et laisser tranquilles ceux qui sont poursuivis par cette juridiction spéciale. » Fin de citation. Merci Alassane. Le sujet a mis Sory Kaba sur la corde raide, la possibilité d'un troisième mandat de Macky Sall. Alors il ne faut pas le dire très très fort désormais. À l'APR, les dérapages et les langues qui se délient devant les caméras se payent cash. Sory Kaba en a fait les frais avec son limogeage lui aussi du gouvernement. Mais qu'est-ce qui sous-tend l'hystérie collective des apéristes après les propos du désormais ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur devant le micro de Babacar Fall de la RFM? Élément de réponse avec Alassane Ba. Le président de la République a d'ailleurs clos ce débat. Notre constitution a été verrouillée, 2 mandats, pas plus. On n'est pas dans des phénomènes de principe de rétroactivité, oui, le premier mandat en fait partie. Non, moi je ne suis pas dans ce débat-là. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, en 2024, des élections présidentielles devront s'organiser, je pense. Que ce soit Amadou Ba, que ce soit Sory Kaba, que ce soit le citoyen sénégalais qui jouit de ses facultés et de tous ses droits pour pouvoir être président de la République en bonne et due forme, a le droit de prétendre y être. Ces affirmations ont coûté à Sory Kaba son poste. Il vient d'être limogé, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, après une sortie jugée inopportune et malencontreuse sur la RFM, précisément dans l'émission Grand Jury. Sory Kaba est remercié par le chef de l'État. L'ambassadeur quitte son poste, remplacé par Amadou François Gaye, un expert financier. Sory Kaba est accusé d'avoir piétiné les règles de base du parti APR. Sa sortie médiatique n'a pas été l'objet de consultation des instances de l'APR. Les apéristes de Fatick n'ont pas laissé échapper ce manquement. Ils lui reprochent également d'avoir tenu des allégations graves. APR Fatick invite le désormais directeur des Sénégalais de l'extérieur à garder le silence avant qu'il ne dévoile ceux qui sont derrière lui. Pour rappel, l'ambassadeur était en poste depuis 2012, mais sa sortie n'est pas au goût du président Macky Sall. Ce dernier n'a pas pris du temps pour le remplacer, propos qualifiés par ses camarades comme de la trahison. Ce jeu réalisé par Habib Faye. Merci Habib. Évoquer donc la succession de Macky Sall ou l'éventualité d'un troisième mandat du président de la République équivaut à un crime de lèse-majesté. Après avoir écarté avec fermeté et conviction un troisième mandat du président de la République, Sory Kaba est donc écarté élu du gouvernement au limogeage, peut-être influencé par les nombreuses réprimandes reçues de ses camarades de parti APR. Pourquoi l'hypothèse d'un troisième mandat inquiétant? C'est un sujet de Cheikh Diop et Lamine Mandjan. Sory Kaba n'est plus le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il paye pour ses propos tenus ce dimanche dans l'émission Grand Jury de la RFM. Il soutenait que Macky Sall est à son 2e et dernier mandat. Une sortie qui lui a valu son poste de critique de la part des apéristes. Je crois que ce que le Sory Kaba a dit, le président, c'est le président lui-même qui l'a déjà dit. Peut-être si on m'aurait dit que ce n'était pas le moment, je dis ok. Par contre, ce que je vois, les réactions, surtout émanant d'un responsable qui siège au niveau du secrétariat national, en la personne de Yaham Mbaye, je dis quoi quand même, je pense que cette sortie devait être évitée.
Sori est dans son rôle. Il a dit ce qu'il a dit, je crois que ce n'était pas du tout méchant. Cet analyste politique est dans la même démarche. Il parle de la liberté d'expression. Si M. Sori Kaba, qui est du camp présidentiel, déclare que le président en est à son dernier mandat, moi je crois que ça ne doit pas être une question qui fâche, ça ne doit pas être une question taboue, dans la mesure où il ne fait que répéter tout simplement une évidence. À quoi joue le pouvoir de sorte à vouloir rendre tabou le débat sur un troisième mandat du président Macky Sall? C'est une question piège, mais je dis que contentons-nous à ce qu'il nous avait déjà dit. Il a dit qu'il va briguer 2 mandats, il est dans son mandat, son dernier mandat, contentons-nous de ça. Même si dans la rédaction, c'est-à-dire l'article lui confère le droit de briguer un 3e mandat, mais l'esprit pour lequel on a fait la révision de la Constitution, c'était pour limiter les mandats à 2. Le limogeage de Sori Kaba risque de réveiller des soupçons sur les intentions du président de la République concernant le 3e mandat. 3e mandat, un sujet donc tabou. Merci cher. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la prise de parole très attendue de Khalifa Sall. Pas de grande déclaration, les journalistes ont eu droit à un discours lénifiant de l'ex-maire de Dakar pour marquer son retour. Selon Khalifa Sall, les conclusions des assises nationales sont la voie du salut pour le Sénégal. Pape Faraning et Modou Diop. Nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Ce sont les premiers mots de Khalifa Ababacar Sall à l'endroit de sa coalition politique après sa sortie de prison le 29 septembre dernier. L'ancien pensionnaire de Rebeuss déclare que la prison l'a rendu très mature. Cette épreuve n'a pas entamé nos convictions, bien au contraire. La fidélité à nos valeurs nous a permis de résister à l'acharnement du pouvoir. Nous sommes les héritiers d'une histoire vivante, forgée dans l'alliance entre la démocratie et le progrès. Après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. L'ex-maire de Dakar confirme son engagement politique et se réclame toujours de la gauche socialiste. Il compte appliquer à la lettre les conclusions des assises nationales pour développer le Sénégal. Il nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. Les conclusions des assises nationales constitue le document de référence de notre projet. Bien entendu, il faudra les adapter au contexte et aux évolutions de notre pays, de l'Afrique et du monde. Khalifa Sall indique la voie aux autorités pour une gestion fructueuse du pétrole et du gaz. Cette nouvelle orientation permettra à notre pays de développer une économie dynamique, diversifiée, inclusive et portée par le secteur productif national et par le secteur privé sénégalais. Devant ses militants, le leader de Taxawu Dakar veut créer une nation refondée autour de ses valeurs. Il promet aussi un État au service des citoyens. Merci Pape Farah. Le Sénégal sera toujours un bon élève en matière de droits de l'homme. Selon Amadou Ba, le Conseil des droits de l'homme a débuté sa session de travaux pour le ministre des Affaires étrangères. Cette session va permettre de retrouver des solutions pour une meilleure prise en charge de la question du changement climatique. Amadou Ba est interrogé par Maguette Souare Diallo et Lamine Bandjan. Il est essentiel de renforcer les capacités d'anticipation et d'alerte précoce du Conseil pour rendre ces actions de prévention plus efficaces. Je l'avais dit devant le Conseil lors de sa 42e session, tenue en septembre dernier à Genève. Il me semble important de le rappeler. Fidèle à une longue tradition puisée dans sa culture de tolérance et de dialogue, le Sénégal continuera de rester dans le peloton de tête des pays les plus respectueux des droits de l'homme. Ainsi, de 2013 à nos jours, 11 rapports, dont 3 initiaux et 5 périodiques, ont été soumis et notre pays coopère dans un esprit de partenariat et de transparence avec les détenteurs de mandats. Notre coopération constructive avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme continuera de se renforcer. Madame le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs,
À l'heure où les défis sécuritaires, la crise multilatérale, la gestion des flux migratoires, l'accélération des changements climatiques obscurcissent l'avenir de l'humanité, il est crucial que le Conseil des droits de l'homme reste un espace d'espoir, de dialogue et de coopération, d'écoute mutuelle et de respect de l'autre. Dans le cadre de la prise en charge de ces défis, il est clair que toute initiative destinée à prendre en charge les effets néfastes des fléaux, des changements climatiques, des migrations de masse, des inégalités croissantes de revenus et de richesses et de nouvelles technologies numériques sur la pleine jouissance des droits de l'homme devrait d'abord s'attaquer à leurs causes profondes, structurelles et conjoncturelles. Légalisation de l'avortement médicalisé, l'association des juristes sénégalaises et des organisations féminines souhaite que les parlementaires portent le combat à l'hémicycle. Ces organisations prônent une autorisation de l'avortement en cas de viol, d'inceste ou si la grossesse menace la santé de la mère, avec comme document de référence la convention de Maputo, pourtant ratifiée par le Sénégal. Fatima Touré. Dans son article 14, alinéa 2, le protocole de Maputo autorise l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste ou si la grossesse met en danger la mère. Le Sénégal avait d'ailleurs ratifié la convention, mais depuis lors, son application pose problème, raison pour laquelle la task force regroupant 20 organisations de la société civile demande aux autorités compétentes de réagir. Vous savez qu'avec la hiérarchie des normes, ces conventions qui sont ratifiées doivent être soutenues maintenant par la législation interne. Et la législation interne n'a pas encore pris de disposition dans ce sens. Devant cet état de fait, la task force veut porter le combat au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a les parlementaires à l'Assemblée nationale et qui font partie de l'ATO qui travaillent dans ce sens également. Vous savez ça c'est des préoccupations au plan national. Ce n'est pas les préoccupations des organisations ou les préoccupations de la task force uniquement. C'est des préoccupations au plan national. On est en atelier d'élaboration des supports pour vraiment amener les acteurs à s'informer davantage également et aussi à être partie prenante. Les réalités socio-culturelles, la religion font que l'avortement médicalisé tarde à être appliqué au Sénégal, selon ces organisations de femmes. Toutefois, elles comptent s'investir pleinement pour en faire une réalité au Sénégal. Première perturbation de l'année scolaire en vue suite au préavis de grève déposé par le G20. Les enseignants sont prêts à boycotter l'effectivité de la rentrée scolaire, le Ubitaï Yangtaï, si l'État fait toujours la sourde oreille, si l'État, les syndicalistes réclament le respect des engagements signés par le gouvernement. Suivons là-dessus Dame Bout du QSEMS, membre du G20. Nous avons décidé de nous réunir, nous, la plénière des secteurs généraux, le 24 prochain, pour évaluer donc les propositions de la commission technique, éventuellement y apporter des amendements et déposer avant la fin du mois d'octobre un préavis de grève sur la table du gouvernement du Sénégal. Nous avions demandé aux enseignants de boycotter la rentrée et effectivement tout le monde a vu que la rentrée n'a pas été effective dès le premier jour. Maintenant, aujourd'hui que le G20 a constaté que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements sur l'essentiel des dispositions du protocole du 17 février 2014, notamment la fin des lenteurs administratives qui était un engagement fort du gouvernement. Deuxièmement, l'appurement de la dette estimée à près de 100 milliards, donc que l'État devait vraiment donc apurer dans un délai raisonnable au plus tard en 2020. Nous constatons que si on ne fait rien, en 2040, l'État ne pourra jamais donc apurer le stock. Maintenant, pour un autre point également très important, c'est la surimposition sur les revenus des enseignants. Les salaires comme les rappels. Les enseignants, à chaque fois qu'ils ont un rappel, ils souffrent le restant de l'année parce que tout simplement le système d'imposition est inacceptable et aujourd'hui les enseignants en souffrent énormément. Interrogé par Ndeye Thiaba Aliba. Les secours s'organisent toujours à Koungheul 48 heures après la tornade qui a balayé une cinquantaine de maisons. Pour les sinistrés, la réhabilitation des constructions reste la priorité absolue. Illustration au quartier Escale, l'une des localités les plus touchées par ces intempéries. Omar Ndiaye.
Des charpentiers en pleine action pour réparer les toitures des maisons endommagées par les vents violents survenus avant-hier à Koungheul. C'est en ce moment que les populations ont reçu la visite de l'honorable député Yaya Sow, venu leur apporter un soutien moral, matériel et financier. C'est très dur, les dégâts sont énormes. Je suis venu apporter du matériel et de l'argent pour appuyer les populations en difficulté, mais nous allons passer l'information à d'autres niveaux pour une aide plus conséquente. Mais le problème reste entier. Selon le délégué du quartier Escale, Cheikh Omar Sall, puisque certaines populations ont passé la nuit à la Belle Étoile. Beaucoup n'ont pas où aller. Ils sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile. Nous en avons parlé aux autorités, mais nous saluons le geste de l'honorable député Yaya Sow, qui est venu apporter son soutien. Au total, 48 maisons ont été touchées. À Escale, quartier le plus touché, les populations sont toujours sans électricité. Merci Omar. La colère noire des maraîchers établis sur le littoral de Guédiawaye dans la commune de Sam-Notaire. Face à la presse, ils ont jugé illégal l'acte posé par les magistrats. Selon ces contestataires, les spécialistes du droit veulent faire mais bas sur leurs terres sans indemnisation ni étude d'impact environnemental. Suivons Ahmed Krouma, il est le coordinateur du collectif de la défense du littoral. Ils portent leur parole au micro de Salif Sow et Asmali Diop. Dans la bande du littoral, avec des horticulteurs qui exploitent l'espace depuis plusieurs années. Récemment, ils ont été sommés par une coopérative d'habitat des magistrats du Sénégal de quitter les lieux sans au préalable une étude d'impact environnemental et social. Ce qui semble être une aliénation du droit parce que la loi prévoit que dans ces conditions, il faudrait au préalable cette étude pour pouvoir compenser, pour pouvoir dédommager ces exploitants que vous voyez, de simples pères de famille, des jeunes, des femmes. Cette épreuve de force des magistrats rend compte d'une chose, qu'ils sont en train de bafouer le droit, eux qui sont censés préserver et protéger le droit. Au président de la République, nous rappelons que c'est lui-même qui avait dit lors du Conseil des ministres décentralisé à Pékin qu'il ferait tout pour protéger le littoral. Aujourd'hui, c'est le premier fossoyeur, le premier détracteur de ce littoral. Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y aura pas une partie qui sera allouée à d'autres responsables de Guédiawaye tapis dans l'ombre? La question est là, c'est une interrogation. Et puis venons-en à l'autre feuilleton du moment, la succession de Cheikh Béthio Thioune sur le trône des Thiantakones. Vous l'avez suivi, le khalife général des Mourides a sommé la chère veuve d'arrêter ses agissements. Celle-ci s'est même permise de baptiser un nouveau-né qui porte désormais son nom. Alors au-delà de la confrérie, que dit l'islam en de pareilles circonstances? Aminata Marisso et Pape Sangoune Baye. Dans sa résidence à Ngabou, Sokhna Aïda Diallo célèbre à sa manière le grand Magal de Touba. Au milieu d'une foule acquise à sa cause, la veuve de feu Cheikh Béthio Thioune déroule. Le deuxième adepte de l'islam était une femme. Le premier est le prophète lui-même. Le deuxième adepte, ou la deuxième adepte, était une femme en la personne de Khadija, l'épouse du prophète, la première épouse du prophète. Donc la femme a toujours joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'islam. Des images d'une femme dans la peau de guide des Thiantakoun, ces chercheurs en études islamiques ne cautionnent pas. Ils rappellent les enseignements sur la place de la femme dans la religion musulmane. Pour ce qui concerne la direction de groupe, évidemment il est permis à la femme de diriger un groupe de femmes. Si elle a les compétences nécessaires, si elle est bien éduquée, bien instruite, si elle est spirituellement droite et moralement correcte, elle peut assurer la direction d'un groupe de femmes. Maintenant, en ce qui concerne la direction des hommes, évidemment, ce n'est pas permis. À ma connaissance, il n'est pas permis à la femme de diriger un groupe mixte comprenant des hommes et des femmes. Ce qu'on empêche à la femme musulmane, c'est de diriger, parce que le prophète n'a jamais enseigné cela. Dans sa sunna, l'islam n'a jamais enseigné cela, et c'est ce que Serigne Touba a réitéré dans ses écrits, c'est ce que Serigne Touba a montré. Serigne Touba avait des filles et elles n'ont jamais dirigé.
Donc une femme musulmane doit se conformer à la sunna, doit se conformer aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour apaiser les ardeurs, le khalife général des Mourides saisit de la question. Grâce à Serigne Mountakha Mbacké, qui est un khalife général hors pair, qui est un khalife général qui montre toujours la bonne voie à tous les musulmans du monde, où qu'ils soient, nous venons de recevoir un ordre qu'il a donné à cette femme qui se réclamait sœur. Serigne Mountakha a donné un ordre et la femme, grâce à Dieu, a accepté. Elle s'est excusée et nous passons à autre chose. Parce que la femme musulmane ne doit pas diriger selon l'islam, selon la sunna du prophète, selon les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. La succession à la tête des Thiantakoun est sujet à polémique. Depuis la disparition en mai 2019 de Cheikh Béthio Thioune, son fils aîné Cheikh Saliou Thioune et son épouse Sokhna Aïda Diallo se disputent le khalifa. Illustration de cette mésentente entre les Thiantakoun, la célébration en ordre dispersé du Grand Magal de Touba, l'un à Jannatul Mahwa, l'autre à Ngabou. Nous démarrons la page sport avec la finale Play-off National 1. L'AS Douanes conserve son titre comme la saison dernière. Elle a battu le Dakar University Club dans une finale qui n'est pas allée au bout du temps réglementaire, 61-54. Et avec ce nouveau sacre, l'AS Douanes a composté son ticket pour la Basket African League, une nouvelle compétition continentale. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Et de 4 pour l'AS Douanes, le titre de champion 2018-2019 du National 1 est pour les Gabolous. Ils ont battu en finale le Dakar University Club. Au terme d'un haletant, la détermination et l'intensité physique des douaniers ont eu raison des étudiants, 51-54. Les jets de chasse d'eau des supporters du Duc ont poussé l'arbitre à interrompre le match à 2 minutes 33 secondes de la fin. Au premier, deuxième, troisième quart-temps, on était trop tranquille, trop suffisant, très amorphe. Et en basket, il faut faire des efforts pour avoir ce que l'on veut. Durant le troisième quart-temps, nous avons pris tous les risques possibles avec une défense de zone 1-2-1 qui nous a réussi. Du côté du Dakar University Club, on regrette un manque de sérénité. Bien, on fait 9 pertes de balle. On donne l'adversaire 18 ballons sur contre-attaque, sur ballon perdu, c'est forcément qu'on perd le match. C'est pas parce que c'est pas la Douane qui a joué, qui nous a joué, mais on a donné des ballons, on était fébrile. L'AS Douane avec ce sacre va découvrir les compétitions africaines. Une suite logique de son évolution qu'elle compte mener à bien. Parce que j'ai jamais été en Afrique, les joueurs n'ont jamais été en Afrique, mais c'est sûr que nous allons nous préparer en conséquence, faire avec la meilleure équipe possible pour pouvoir représenter dignement le Sénégal. Si on doit aller en Afrique, il faut véritablement qu'on essaie de piocher pour véritablement prendre les meilleurs joueurs afin qu'on puisse avoir une équipe de dimension internationale. Sur le toit du basket local depuis 2016, l'AS Douanes commence à manquer de rivales. Merci cher, et puis parlons football, manche retour Zamalek Génération Foot comptant pour le dernier tour de la qualification de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Le club sénégalais est présentement au Caire pour s'acclimater et affûter ses armes pour décrocher la qualification ce jeudi. Pour l'entraîneur Djibi Fall, le mental aura son importance, suivons-le. Mais c'est à nous d'être forts mentalement parce que c'est un match qui va se jouer sur le plan mental. Et toute la préparation a été axée surtout sur le plan tactique et sur le plan mental parce que nous pensons que le match va se jouer sur ces deux aspects. Et aujourd'hui, les joueurs sont conscients de la situation. Je pense qu'ils sont prêts pour le jeudi pour pouvoir faire un excellent match et arracher la qualification. Et parlons sport avec la promotion du sport au féminin. Le sport au féminin pratiquante ou dirigeante, le Sénégal a accueilli pendant 3 jours un atelier d'élaboration et de suivi d'un plan de développement du sport féminin. Ce que Cécile Faye, secrétaire générale adjointe du CNOS, et Léopold Germain Senghor, directeur des sports, voient d'un bon œil. Ils sont interrogés par Cher Sadibou Diarra et Amadouba. La problématique de la participation des femmes aux activités sportives préoccupe tout le monde.
parce que quoi qu'on dise, les femmes jouent un rôle important dans le développement, aussi bien du sport que dans le développement en général. Donc la tenue de cet atelier va sûrement nous aider à revoir les stratégies qui vont nous amener à augmenter la participation des femmes, aussi bien sur le plan de la pratique que dans l'encadrement. Nous avons des soucis en athlétisme, en lutte. Lors des dernières concertations sur la lutte sénégalaise, on a pu remarquer qu'à part la lutte traditionnelle, la lutte olympique connaissait des problèmes, et je pense qu'à travers un bon plan stratégique, nous pourrons développer ces deux secteurs. Voilà, le sport au féminin et le marathon de l'info continue avec vous, Aram.